Bonsoir, je m'appelle Francis Pisani et je suis journaliste. Je travaille entre autres pour Le Monde et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé Emploi et formation forestière dans les Pyrénées, quelles opportunités? C'est le troisième du série de 4 dont les résultats seront déterminants pour intensifier les collaborations et les synergies efficaces entre les acteurs de la formation, les organismes socio-professionnels et l'emploi. L'objectif du webinaire est de faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui dans le paysage français et en termes de certification, de formation forestière et de suivi de l'industrie et des progrès de l'industrie du bois. Ce webinaire se fait en lien avec le travail effectué au sein des projets Pyrenfor et E4Wood. Leur objectif est la création de l'Observatoire pyrénéen de l'emploi, un observatoire qui permettra d'atteindre deux objectifs pour le milieu forestier. Premièrement, développer davantage les coopérations et les synergies entre les différents acteurs de la filière bois, acteurs de la chaîne de transformation du bois, centre de formation forestière. Et deuxièmement, informer le grand public sur la filière bois et sur les produits réalisés à partir de cette matière première. L'Observatoire pyrénéen de l'emploi sera un outil informatique sous forme d'application dédiée au monde forestier, permettant l'information et la promotion du secteur du bois pyrénéen et des produits qui en sont issus. L'application permettra de recenser à un endroit unique toutes les informations liées au monde forestier pyrénéen, que cela soit en termes d'emploi, d'acteurs ou d'informations sur la filière. Un mot sur la méthode maintenant. Je vais demander à chacun des trois intervenants de se présenter en quelques mots. Ça vous permettra de les identifier mieux. Je leur donnerai ensuite la parole à tour de rôle et ils auront 10 minutes pour faire leur présentation. Chacune sera suivie de questions par les participants et je les invite, ces derniers, les participants, à poser leurs questions dans la colonne chat qui se trouve sur la droite de l'écran Zoom. Et nous aurons une dizaine de minutes à la fin pour permettre aux intervenants de se répondre s'ils en éprouvent le besoin, de commenter les informations les uns des autres et de répondre à d'autres questions qui arriveraient à la fin. Enfin, nouvelle qui peut intéresser les participants, qui intéressera les participants, comme pour le premier et le second webinaire, les organisateurs ont prévu une sorte de tombola. Elle permettra de désigner par tirage au sort deux des participants qui gagneront ainsi le droit à une formation. Le bruit court, on n'a jamais pu vérifier, je n'ai jamais pu vérifier qu'elle pourrait être limitée à ceux qui posent des questions. Donc, vous êtes invités à poser des questions. Messieurs les intervenants, auriez-vous la gentillesse de vous présenter à tour de rôle tous les trois et de nous dire brièvement vos noms, fonctions et intérêts particuliers? Nous allons commencer par Jordi Genet. Bonjour à tous, je suis Jordi Genet du Centre de sciences et technologies forestières de Catalogne. Je suis le responsable du projet E4Wood qui traite de l'innovation dans la mobilisation et la transformation du bois et je vais expliquer la création d'une plateforme d'information et de promotion du secteur forêt-bois pyrénéen. Merci. Thierry Fontenoy. Oui, bonjour. Donc Thierry Fontenoy, je fais partie d'Alliance Forêt-Bois, qui est une coopérative forestière, une grosse coopérative forestière. Donc une coopérative forestière, c'est une réunion, un rassemblement de producteurs forestiers qui embauchent un staff technique dont je fais partie et qui fournit des services qui vont de la plantation à la commercialisation du bois en passant par du conseil juridique fiscal et divers. Dans ce cadre-là, forcément, on a un certain nombre de prestataires et de salariés qui vont de travaux sylvicoles, bûcherons, des bardeurs, des busqueurs et autres. Parfait, merci. Alexandre Rieu. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi Ariège et plus spécifiquement, je m'occupe du travail auprès des entreprises. Mon intérêt par rapport à toutes ces actions est bien évidemment de répondre aux besoins des entreprises et faciliter la mise en contact entre l'offre et la demande. Merci, parfait. Je passe la parole à Jordi Genet qui va nous expliquer
donc nous parler du projet de la plateforme. L'ordi. Ça va? Oui. Oui, c'est à vous. Merci, Francis, pardon. Je vais partager la présentation de la plateforme. OK. Un moment, s'il vous plaît. Ça va? Voilà. Merci. Je vais expliquer la création d'une plateforme d'information et de promotion du secteur forêt-bois pyrénéen. La création de cette plateforme, un moment s'il vous plaît. La création de cette plateforme d'information et de promotion de la filière forêt-bois pyrénéen se veut être l'observatoire de la filière forêt-bois dans les Pyrénées, en plus d'un outil de soutien à la promotion des produits locaux. Elle fournira des informations sur les ressources forestières, les prévisions des volumes mobilisables, les capacités de production, les typologies des produits, les nouveautés technologiques et les aspects généraux du marché des produits à base de bois. Tout cela sera disponible pour toutes les régions participantes et un atlas des industries de transformation sera inclus. Il est prévu de monter une base de données partagée et unifiée en libre accès, mise à disposition de l'ensemble des entreprises pyrénéennes, et cette activité se fondera sur les informations obtenues à partir d'autres activités et actions du projet, mais des données complémentaires seront compilées afin de développer au maximum la base de données ainsi créée. Cette activité fournira des informations concernant la quantité et la qualité du bois comme matière première disponible dans les Pyrénées, ses caractéristiques technologiques et sa consommation dans les Pyrénées, les produits destinés à la consommation locale et à l'exportation, les produits importés, typologie et quantité, la capacité actuelle de production des entreprises, produits, qualité et quantité. Cette plateforme sera accessible depuis le site d'internet du projet et se centrera sur la compilation d'informations concernant les produits locaux, l'identification des avantages de l'utilisation de ces produits, les aspects techniques et fournira des liens vers d'autres sources d'informations pertinentes. Servira également, dans une certaine mesure, à soutenir leurs actions de gouvernance et les cadres réglementaires des administrations locales et régionales pour la promotion de l'usage du bois pyrénéen. La plateforme s'intègre également dans la stratégie globale de stimulation de la demande en bois pyrénéen et constitue un outil innovant à l'échelle du massif. La plateforme est basée sur 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est le secteur forestier actuel. Le deuxième, les entreprises. Et un dernier bloc, des nouvelles et nouveautés. Dans le premier bloc, on y trouvera la partie d'occupation développée par le projet Pyrénées-Fort. C'est ça, on trouvera l'information sur l'occupation. Toute cette information sera incluse en une base de données partagée. La base de données
unique et géré par tous les partenaires du projet. Vous le pouvez voir ici. Il y a 11 partenaires de toutes les régions limitrophes des massifs. Par exemple, en relation avec le secteur forestier actuel, quelle information vous pouvez chercher? Donc, l'information sera sur surface et stock, par exemple, en relation avec la zone forestière, la zone boisée, la propriété, l'aménagement, la certification et les stocks de bois, du bois dans la forêt. Par exemple, dans la section zone forestière, on y trouvera la superficie forestière totale. En Catalogne, par exemple, 2 millions d'hectares. Les pourcentages concernant la couverture totale à la Catalogne, 64%. Autrement, par la zone boisée, on y trouvera la superficie boisée totale ou la superficie boisée par espèce. Cette information sera par région. Autrement, il y aura la surface selon propriété, la surface privée et les domaines publics forestiers. En relation à les produits forestiers, on y trouvera, par exemple, la production du bois et les destinations du bois. On peut voir la production du bois des conifères ou des feuillus. La production du bois de chauffage aussi, en tonnes. Et la destination, les différentes destinations du bois, esserie, bois de chauffage, éclat et d'autres ciliés. En relation à les entreprises, chaque région offrira un enregistrement initial au format Excel de ces sociétés. L'administration de celle-ci sera la responsabilité de chacun des partenaires à travers de la web. Il y aura cette base de données des entreprises et on pourra faire la consultation par la web du projet, de la plateforme. Il y aura aussi une section pour les nouvelles. Cette information, on la trouvera en forme d'un article de blog géré par chaque région participant au projet. Il y aura nouvelles, produits, technologies avec les titres, description, images, liens, contacts pour si quelques personnes a intérêt pour les produits, la nouvelle, ce que tout le monde veut. Et finalement, quels seront les résultats de cette action du projet? Sera une base de données administrée, gérée, pardon, une plateforme web où on trouvera l'information et finalement les données graphiques, cartes, la présentation de cette information. Et c'est tout pour moi de moment. Merci, merci beaucoup, Jordi. Il y a plein de questions. La première que je vais me permettre de poser, c'est quand est-ce que ce sera actif? Quand est-ce qu'elle sera consultable, cette plateforme? Oui. Nous croyons qu'au printemps de prochaine année. Printemps 2021. Oui, juin. Allez, au début de l'été, quoi.
Bon, dans quelques mois. En juin au plus tard. Juin au plus tard, c'est-à-dire au début de l'été au plus tard. La deuxième question. Pardon, peut-être qu'en partie certaines parties soient consultées avant, peut-être. Janvier ou février prochain an. C'est-à-dire que vous n'attendez pas d'avoir toute la base de données pour commencer à mettre en ligne. Vous commencez à mettre en ligne et puis vous complétez à mesure, comme on fait, ce qui est habituel sur le web. Une autre question, cette base de données, elle donnera des informations sur les deux côtés de la frontière, en France, en Catalogne, et pas seulement en Catalogne, mais aussi en Aragon et dans le Pays Basque. En Navarre. En Navarre. Oui, Navarre. Okay. Donc, est-ce qu'il y aura ça sera par région ou il y aura des informations d'ensemble sur l'ensemble du parc forestier? Information ensemble, on pourra consulter la région d'intérêt, mais une plateforme, une base de données. Okay. Pardon. J'avais cru comprendre qu'il y avait une application, mais en fait, c'est une base de données accessible sur le web. Oui. OK. Et alors, qui met l'information? Les partenaires. Les grosses entreprises qui sont partenaires? Non. Les partenaires participants au projet. OK. Qui sont toutes les régions du massif. OK. Et alors, il y a une personne qui demande, puis-je contribuer à la constitution de cette base de données, par exemple, s'il y a des informations manquantes ou des corrections d'une donnée qui paraît fausse? Un moment, s'il vous plaît. Oui. Chaque entreprise pourra apporter l'information, ces données. Mais est-ce qu'il y a des gens extérieurs, par exemple, dans les webinaires que nous avons faits, dans les 2 premiers webinaires, des individus, il y avait des gens de centres de formation, il y avait des gens qui avaient de multiples responsabilités, qui ne sont pas nécessairement, qui ont des compétences, mais qui ne sont pas nécessairement dans les institutions qui partenaires. Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Et comment se font-ils enregistrer? Comment s'enregistrent-ils? Oui, il y aura une partie ouverte pour ajouter information et la partie d'occupation, ça sera plus ouverte encore. Je n'ai pas compris. La partie de quoi sera plus ouverte encore? D'occupation. Occupation, c'est une part de l'observatoire, oui. Une partie. Les entreprises pourront ajouter des informations sur pour les gens qui cherchent les choses d'intérêt. OK. Il y a une autre question qui vient des participants. La plateforme mettra-t-elle en relation des entreprises et des demandeurs d'emploi? Oui. Oui.
Oui, je n'ai pas expliqué cette partie en détail, mais cela peut être fait. Cela peut être fait. Et Oui. donc, les entreprises peuvent poster des offres d'emploi sur cette plateforme. Ça aussi, c'est une question qui est posée par les Oui. participants. Mhm. C'est-à-dire une entreprise ou une institution ou un partenaire, ou même des entreprises qui ne sont pas partenaires mais qui sont enregistrées, j'imagine, Oui, oui, peuvent oui, oui, poster oui. des offres d'emploi. La question qui est posée est en fait… Un moment, s'il vous plaît. Pardon. Autre moment. Vous utilisez Google Translate ou vous cherchez dans la base de données? Je cherche. Mais je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Je crois, oui, il devrait être inscrit et je pense qu'il y aura autre webinaire qui traitera spécifiquement du sujet. Ah, ok. Donc, le détail des processus d'inscription n'est pas clair en ce moment, il est encore un peu tôt, mais il sera rendu public, enfin, il sera donné, transmis aux entreprises intéressées. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bien, écoutez, merci beaucoup, Jordi. Nous allons passer la parole à Thierry Fontenoy. Oui, donc moi je viens parler un peu de notre filière et de l'emploi. Notre filière manque crucialement de main-d'œuvre, ce qui a fait au cours des ans solliciter beaucoup les pays voisins, voire au-delà. Ça avait commencé par les Espagnols, les Basques et les Espagnols. Ça a continué avec les Marocains. Aujourd'hui, on est avec des gens des pays de l'Est, des Roumains, des Polonais, qui nous permettent de finalement réussir à mobiliser le bois de nos forêts. Ces besoins touchent à la fois les bûcherons, au départ, on a touché le métier de bûcheron. On a essayé de compenser ça avec la main-d'œuvre étrangère, mais aussi avec la mécanisation des feuillus avec les têtes abatteuses et des têtes feuillues qui commencent à apparaître. Mais aujourd'hui, cette mécanisation a un point faible qui est un peu le coût de l'investissement. Et il reste encore dans nos montagnes pas mal d'endroits où la mécanisation est impossible ou est difficile. Donc voilà, on est quand même on est confronté vraiment à un problème de main-d'œuvre. Nous, notre COP a essayé de développer des moyens. Ici, sur l'agence, sur mon agence qui est au centre des Pyrénées, on va dire, on n'avait pas de salariés au départ. Aujourd'hui, on a salarié des bûcherons. Heureusement, malheureusement, ça c'est un autre sujet, ce sont les bûcherons roumains. Ce salariat s'est un peu imposé parce que la loi Macron nous a limité un petit peu le travail avec les pays étrangers, notamment avec un certain nombre de paperasseries à mettre en place, paperasseries qui étaient plus ou moins faciles à avoir, avec aussi un équilibre des recettes faites dans leur pays et ici. Et la solution la plus facile et la plus évidente a été de salarier ces bûcherons roumains pour maintenir un métier et maintenir une mobilisation de façon à pouvoir approvisionner l'industrie du bois. Ensuite, la COP a essayé de mettre un peu des moyens et essaye d'étudier un peu au cas par cas toutes les possibilités qui peuvent être faites pour essayer d'inciter et maintenir le métier. Notamment en participant notamment à des investissements matériels qui peuvent être
une forme un peu de leasing auprès d'entrepreneurs, qui peut être aussi de l'achat d'engins. Aujourd'hui, l'agence a un débusqueur. Voilà. Voilà ce que nous, on a mis en place pour essayer de répondre un peu à ce manque de main-d'œuvre. Alors, ça ne solutionne pas tout, ça c'est sûr. L'idéal, ce serait que nous, Français ou transfrontaliers, on ait notre propre main-d'œuvre, parce que l'appel à la main-d'œuvre étrangère n'est qu'une solution ponctuelle et pas une solution long terme, parce que tôt ou tard, eux, leur vie est là-bas, hein, et malgré toute leur famille, tout ça, et leur vie est quand même là-bas. Et en dehors de quelques cas particuliers où des étrangers viennent s'installer réellement en France, mais où j'imagine que c'est la même chose en Espagne. Mais voilà, ça reste que une solution très ponctuelle. La mécanisation, elle, à un moment, aura une butée. Et aujourd'hui, on nous demande d'essayer de mobiliser, j'allais dire, ce qu'on appelle le bois plus, hein, c'est-à-dire que le bois qu'on ne mobilisait pas hier, puisque aujourd'hui, sur les Pyrénées, on est loin de récolter l'accroissement naturel en forêt. Ce qui fera pour conséquence d'augmenter de façon conséquente les volumes de bois sur certaines zones, qui sont souvent des zones inaccessibles, des zones morcelées, etc. Et donc, il faut mobiliser du bois plus, mais ce bois plus, on ne l'a pas sur les zones qui sont déjà exploitées. Puisque les zones qui sont déjà exploitées, en général, on mobilise largement l'accroissement naturel. Et le déficit de mobilisation s'effectue essentiellement quand même sur les parties où on n'intervient pas. Voilà ce que je voulais dire, moi, au niveau du métier. Est-ce que vous pourriez revenir un peu pour nous présenter plus en détail votre Alliance Forêt-Bois? Qu'est-ce que c'est? Alliance Forêt-Bois est née de la réunion de 3 coopératives, qui était la CAFSA, la coopérative des Landes, la Cofogar, qui était la coopérative du bassin de la Garonne, dont le siège était à Toulouse, et de Forestan, qui était la coopérative du Tarn. Ce regroupement de ces 3 coopératives a créé donc Alliance Forêt-Bois, qui ensuite s'est aussi agrandie et qui aujourd'hui exerce une action de la Bretagne aux Pyrénées-Orientales. Moi, je suis sur l'agence Gascogne-Pyrénées, qui intervient sur Haute-Pyrénées, Gers, Ariège, Tarn-et-Garonne. Oui. Qu'est-ce que bois plus? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications pour que les gens qui... C'est d'essayer d'aller chercher du bois qui n'était pas mobilisé avant. C'est vraiment ça ce qu'on appelle le bois plus. C'est-à-dire que des propriétés gérées, il y a un certain nombre de propriétés qui ne sont pas gérées et qui peuvent être gérables. Et donc, il faut essayer d'aller les chercher, soit en motivant les propriétaires, soit parce qu'il y a des obstacles naturels, des obstacles liés au foncier avec le morcellement. Voilà. Très bien. Si je comprends bien, il y a 2 types de difficultés. Il y en a une qui est la formation de la nouvelle main-d'œuvre et il y en a une qui est le financement de la mécanisation pour contribuer à résoudre vos problèmes. Oui, et trouver des solutions qui ne fassent pas intervenir de la main-d'œuvre étrangère qui est forcément à un moment volatile. Donc, le problème avec la main-d'œuvre étrangère, c'est éventuellement d'une part le manque de formation et d'autre part le fait qu'elle s'en va. Elle est volatile quand même. Ça dépend sur qui vous tombez. Aujourd'hui, nous, on a des bûcherons qui sont roumains, où on a de vrais bûcherons, avec quand même une qualité d'abattage qui est bonne. Mais, comme je disais, ce ne sera pas une solution long terme. Ces Roumains, leur vie est ailleurs. Quand vous parlez avec eux, ils vous disent que même chez eux, les choses changent.
leurs enfants ne veulent pas faire ce qu'eux font. Et donc, forcément, parce que le niveau de vie change aussi un peu chez eux aussi. Et donc, forcément, il faudra trouver à un moment une autre solution. Alors, dans les questions posées par les participants, il y a comment expliquez-vous pourquoi nous avons du mal à trouver de la main-d'œuvre française? Alors, il y en a qui diraient que les Français sont feignants. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes vaillants. Hein, il n'y a quand même pas que des gens qui ne veulent pas faire ça. On a souvent orienté tout le côté scolaire quand même vers de l'élitisation. Je ne sais pas si c'est très français, mais vers l'élitisation. Et du coup, les métiers manuels, quels qu'ils soient, hein, aujourd'hui, vous cherchez un plombier pour faire réparer une fuite, vous allez avoir du mal. Un plombier pour faire un gros truc, un gros projet issu du neuf, vous allez trouver, mais pour faire des petites réparations, des choses comme ça va être compliqué. Donc, quel que soit le milieu manuel, n'a pas été ou a été que peu favorisé dans la culture française ces dernières années. Donc, du coup, les gens sont un peu moins enclins à vouloir faire du manuel. Alors, certes, bûcheron, c'est un métier physique compliqué. C'est souvent un métier malgré tout de passion. Hein. Ceux qui le font pas contraints et forcés, mais le font par choix. Voilà, je ne sais pas après que rajouter. Est-ce que ça vous dérange si je pose une question à Jordi pour savoir s'il a le même… On revient à vous, mais c'est simplement parce que c'est intéressant puisqu'on a quelqu'un qui travaille de l'autre côté. Donc Jordi, si vous vouliez mettre votre micro et nous dire si ce problème d'emploi, enfin d'absence de bûcherons se trouve également en Espagne et en Catalogne en particulier. Totalement. C'est le même problème ici. La main-d'œuvre est un problème grave ici aussi. On ne trouve pas facilement main-d'œuvre. OK. Merci, Jordi. On va revenir à Thierry. Et, je peux rajouter un petit quelque chose. Excusez-moi, je vous coupe. Mais je vous en prie. On parle des bûcherons, on a parlé des débardeurs avec le problème d'investissement matériel, hein, qui fait qu'à un moment, effectivement, les entrepreneurs, ils bossent pour la ferraille, hein, on va le dire comme ça. Hein. Mais sachez que ça commence, ce qui n'était pas le cas. C'était pas le cas par le passé, ça commence à toucher même les équipes de travaux sylvicoles, c'est-à-dire les planteurs, les choses comme ça. Et ces problèmes-là, on ne les a pas que ici sur les Pyrénées, parce qu'on pourrait dire, voilà, oui, dans les Pyrénées, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Alors, c'est certainement un peu plus compliqué qu'ailleurs, lié notamment au relief, à une forte saisonnalité, avec des périodes pluvieuses hivernales des fois importantes. Alors, un peu moins ces dernières années, mais malgré tout, elles existent. Et on a ces mêmes problèmes de main-d'œuvre, j'allais dire, de la Bretagne aux Pyrénées-Orientales. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on commence à avoir des déficits, même en travaux sylvicoles, qui était quand même un métier un peu plus épargné. Peut-être parce qu'ils gagnaient un peu mieux leur vie, ou peut-être. Et c'est vrai que moi, je vois sur mon secteur, j'ai un entrepreneur qui a pris la retraite. Je n'ai pas de remplaçant aujourd'hui. Hein. Donc, il faut que je répartisse avec les équipes existantes. Alors bon, on n'est pas sur des secteurs où les boisements sont fortement importants. On n'est pas comme dans les Landes où l'activité de plantation est très très forte. Mais malgré tout, vous voyez, on arrive demain au renouvellement de toutes les plantations du FFN. Et où il faudra quand même que ce métier se réamorce. Parce que certes, il y aura de la régénération naturelle. Certes, il y aura des propriétaires qui ne replanteront pas, mais il y aura aussi des propriétaires qui vont replanter ou qui voudront replanter. Et il va falloir réamorcer malgré tout ce métier
parce que le FFN, maintenant, c'est des plantations qui ont 70 ans, hein, bien tassées. Voilà. Selon vous, c'est une question qui est posée par les participants, selon vous, combien de bûcherons français devraient être formés chaque année par les centres de formation? Alors, aucune idée, là, je ne sais pas, mais il en faudrait un paquet. Il faudrait surtout des gens qui continuent à travailler dans le métier. Être formé, c'est une chose, mais après, il faut pouvoir continuer à travailler dans le métier. Voilà, ce qui a aidé un petit peu, c'est certainement un peu les métiers d'espace vert, notamment les arbres en ville, etc. Ont donné un complément de revenus aux bûcherons, mais avec une prise de risque bien plus importante. Hein. Alors, vous avez employé de nouveau l'expression régénération naturelle, vous avez utilisé un moment accroissement naturel, et quelqu'un demande, pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par accroissement naturel? Alors, accroissement naturel, c'est-à-dire que donc, la forêt, elle pousse. En poussant, elle produit des mètres cubes de bois. Et chaque année, elle produit un certain volume de bois. Ce volume de bois fait en une année est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Parfait, définition. Annuel. Définition précise et simple. Alors, nous avons quelqu'un qui s'appelle iPhone. En tout cas, c'est le nom qui apparaît dans les questions et qui dit, c'est une sorte d'interpellation intéressante, je pense que les bûcherons français existent en nombre, mais on préfère faire venir des étrangers qui coûtent moins cher et qui travaillent moins bien, disent cette personne. Pouvez-vous expliquer ce phénomène? Moi ici sur mon secteur, qui, je le rappelle, va des Hautes-Pyrénées au PO pour prendre la chaîne pyrénéenne et remonte jusqu'au Tarn-et-Garonne, on ne peut pas dire qu'on a des milliers de demandes, quoi, hein. On a quelques entrepreneurs qui viennent de secteurs un peu plus nordistes, mais plus pour des rapprochements de familles, de choses comme ça. Mais après, il y a peu de gens il y a peu de demandes, quoi, hein. On va terminer, avant de passer la parole à Alexandre Rieu, par une question qui est toujours dans la même logique. Avez-vous une idée de pourcentage de personnes qui se réorientent vers un autre métier après quelques années dans cette profession? C'est-à-dire des gens qui partiraient. Parce qu'on a parlé de ceux qui ne veulent pas rentrer, mais est-ce qu'il y a des gens qui partent et quelle en est l'importance? Alors, il y a deux cas. Il y a ceux qui se forment et qui deviennent bûcherons ou qui font autre chose après. Alors ceux-là, ils ont suivi une formation. Est-ce qu'elle était suffisamment motivée? Est-ce qu'ils se rendaient bien compte du métier dans lequel ils s'engageaient? Ça, c'est une vraie question. Ensuite, il y a ceux qui ont exercé le métier et qui ont arrêté pour des soucis, parce que les bûcherons sont des gens, les bûcherons débardeurs sont des gens qui sont payés au rendement, hein. Donc, est-ce qu'ils tenaient les rendements? Est-ce qu'ils leur permettaient de survivre ou pas? Vous savez, quand on est indépendant, la règle, quelle qu'elle soit, hein, moi, mon père était menuisier, c'était pareil, hein, il faut travailler vite et bien. Il y a des gens qui travaillent bien, mais pas forcément vite. Et il y a des gens qui travaillent vite et pas forcément bien. Et donc, forcément, dans les gens que vous allez former, vous avez tout le panel qui vont de la personne qui travaille vite et mal, et les gens qui travaillent bien et lentement. Et vous avez ceux qui vont rester, qui va être la frange du centre. Merci beaucoup. On va je suis désolé de vous couper. Non, pas de souci. On va laisser Alexandre Rieu intervenir. Alexandre, vous avez la parole. Voilà, très bien. À tout. Allez-y. Merci. Déjà, je vais me permettre d'apporter un petit éclairage par rapport à la dernière question, parce que moi, j'ai des éléments par rapport à ça. Aujourd'hui, sur les demandeurs d'emploi qui sont inscrits et qui ont travaillé dans ces métiers-là, donc tout ce qui est lié à la forêt,
on en a 50% qui sont sur une démarche de reconversion. Voilà. Qui viennent d'un autre métier. Donc, qui viennent de ce métier-là et qui Ah. vont et qui veulent se reconvertir, donc faire autre chose. Donc, on est environ sur cette. Donc, je parle sur des chiffres sur l'Occitanie, hein, en règle générale. Donc voilà, donc ça peut peut-être apporter des éléments de réponse à la personne qui a posé la précédente question. Donc ensuite, je vais me permettre de partager avec vous certains éléments chiffrés. Donc l'idée, c'est pas de vous présenter des chiffres pour des chiffres, mais surtout de les commenter pour vous donner un petit peu un état des lieux de ce qu'est la demande d'emploi sur les métiers forestiers en Occitanie. Donc, sur les métiers forestiers, on entend les conducteurs d'engins d'exploitation forestière, les bûcherons et lagueurs, tout ce qui est protection du patrimoine naturel et la partie civiculture sur lequel M. Fontenoy vient d'échanger. Donc, à ce jour, donc, on a 1342 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, mais donc 40% ont une activité réduite, c'est-à-dire qu'ils travaillent en état inscrit, ils travaillent. On a, comme vous pouvez le voir, une grande majorité d'hommes, 94%, et une bonne partie de ces personnes-là qui font partie des seniors, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 50 ans. Et 60% de ces personnes-là se retrouvent avec un niveau de formation inférieur ou égal au CAP-BEP. Donc pour être bûcheron, par exemple, ce qu'il est demandé en règle générale, c'est d'avoir une formation égale au CAP-BEP équivalent. Donc, on voit aussi que ce sont des personnes qui sont souvent inscrites depuis longtemps, puisque la moitié sont inscrits depuis au moins un an, et que certains sont inscrits depuis plus longtemps. Mais donc ça, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai dit au démarrage, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ont effectué ces métiers-là, mais qui sont aujourd'hui dans une démarche de reconversion professionnelle. Donc, ils veulent vraiment changer. Et quand je dis changer, c'est-à-dire ne plus exercer dans ces métiers-là. On aurait pu penser qu'il pouvait y avoir des bûcherons qui souhaiteraient développer leur activité pour être conducteur d'engin ou s'inscrire dans le cadre d'une création d'entreprise, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc après, on peut se rendre compte que par contre, il y a une énorme mobilité au niveau des demandeurs d'emploi qui recherchent un métier dans ce secteur d'activité, puisqu'on a 81% de ces demandeurs d'emploi qui acceptent de faire jusqu'à 30 minutes de trajet entre leur domicile et lieu de travail. Donc ça peut quand même être un point intéressant, sachant que le lieu de travail, on prend en compte le lieu d'exercice de l'activité, sous condition qu'il y ait la prise en charge du trajet ensuite par l'entreprise. Okay. Donc là, c'est toute la partie demande. Et ensuite, donc, on vient sur la partie offre d'emploi. Donc ça, c'est les offres d'emploi qui sont déposées au sein de Pôle emploi. Donc on a, sur l'année et à septembre, on avait 701 offres d'emploi qui avaient été déposées. Donc ce qui correspond à une baisse de 10% sur un an, mais qui est liée aux conditions sanitaires et à ce qu'on a connu sur le mois de mars, avril et mai en lien avec le confinement. Mais on s'aperçoit que c'est une diminution qui est bien moins importante que sur tous les autres métiers confondus, parce qu'on a une diminution des offres sur tous les autres secteurs d'activité de 22% en moyenne. Par contre, on a une majorité de ces offres-là qui sont sur des contrats temporaires et saisonniers. Donc là, ça rejoint ce que me disait M. Fontenoy sur la saisonnalité de l'activité. Donc, on est sur une grande majorité des offres d'emploi qui sont déposées par des TPE ou PME, puisque ça correspond à 81%. Mais par contre, ce sont des offres d'emploi qui sont en grande majorité à temps plein, puisqu'on est sur des offres qui sont proposées à temps plein à 97% des cas. Voilà. Et donc, pour revenir sur les difficultés de recrutement qui ont été évoquées avant, donc sur l'Occitanie, 48% des recrutements sont jugés difficiles par les employeurs qui ont déposé les offres. Et les principaux motifs de difficulté, c'est qu'on est sur une pénurie de candidats qui correspondent à leurs besoins ou que le profil des candidats est inadéquat. Voilà. Et donc, au niveau, par contre, donc là, c'est un point qui peut être intéressant par rapport justement à la recherche de candidats, mais d'une façon différente au niveau
des compétences, puisqu'on parle des compétences comportementales, donc c'est-à-dire comment je m'intègre à une équipe, comment je travaille en équipe, quel est mon regard par rapport au travail. Donc on s'aperçoit qu'en fait 60% des employeurs déclarent que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques, puisqu'il est sûr que c'est plus facile de former quelqu'un à devenir bûcheron qu'à vraiment s'investir dans le métier et connaître les conditions de travail par rapport à ça. Voilà, donc après, il y a un point qui a été fait sur l'Ariège, la Haute-Garonne, la Haute-Pyrénées et Pyrénées-Orientales pour faire un rapport entre chaque département. Donc on voit qu'il y a une petite focale à faire sur la Haute-Garonne, dans le sens où, sur ce département-là, on peut dire que le métier et le secteur d'activité est en tension, puisqu'on a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi inscrits qui souhaitent travailler dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ensuite, pour apporter certains éléments par rapport à ce qui peut être fait, nous avons constaté en fait un déficit d'image de ces métiers-là par rapport à ce qu'on peut en connaître, par rapport à ce que ça peut représenter. Donc, on a parlé tout à l'heure des métiers du bâtiment, mais on se retrouve un petit peu dans cette situation-là. Et donc, avec Pôle emploi et certains employeurs et OPCO, donc opérateurs de compétences, nous avons essayé de travailler sur des actions pouvant mettre en place plusieurs employeurs qui s'engageaient à embaucher des personnes. Et sur des actions départementales, on a par exemple mis en place une POC, donc une formation préalable à l'embauche d'ouvriers Syrie, sur lesquels il y a 7 employeurs qui sont engagés à embaucher des personnes qui allaient être formées. Et ces 7 employeurs-là dépendent de 5 départements. Donc, même si effectivement il y a des difficultés de recrutement, il y a des solutions qui existent que nous allons pouvoir mettre en place. Mais voilà, il faut arriver à attirer un nouveau public vers ces métiers-là, le rendre plus attractif. Et je pense que le fait que ces actions-là en commun et avec tous les partenaires pouvant être intéressés par la filière forestière se mettent en œuvre, ça ne peut être que valorisant pour les métiers, donc attirer de nouvelles personnes qui pourront répondre aux besoins des employeurs. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Je vais commencer avec les autres quelques questions qui me viennent à l'esprit. Ensuite, je passerai la parole, enfin, je vous poserai des questions posées par les participants. La première question, c'est j'ai été surpris d'entendre qu'il y avait 27% de seniors qui étaient intéressés par vos formations, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont touchés par la pénibilité du travail avec l'âge, ou comment est-ce que vous interprétez ce chiffre? En priorité, c'est ça. Et puis, c'est aussi que les personnes avancent dans le temps au niveau de leur rapport au travail et qu'ils ont aussi peut-être envie de faire autre chose. On sait que, notamment sur les postes de bûcheron-tâcheron, les personnes sont payées à la tâche. Il y a assez peu d'emplois salariés en tant que tels. Et donc, effectivement, avec l'âge venant et malgré l'expérience et l'activité des personnes, on s'aperçoit que la pénibilité du travail fait que on va moins vite, on a peut-être moins envie aussi, parce que même si c'est un projet, ça peut rendre les choses difficiles. On sait aussi que les personnes qui sont dans le cadre de réorientation, et même sans parler de seniors, s'envisagent bûcherons sur 10, 15, 20 ans maximum, et vraiment grand maximum, avant d'envisager une nouvelle orientation professionnelle. Voilà. En tout cas, c'est les retours qu'on peut avoir de ces personnes-là. Vous parlez une autre donnée qui a attiré mon attention, c'est vous dites qu'il y a eu une baisse de 10% des offres d'emploi liées bien évidemment à la situation sanitaire, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est une diminution moins importante que dans d'autres métiers. Comment expliquez-vous ça? Et est-ce que ça n'est pas une invitation à envisager que pour des gens, ça reste très attractif et donc ils continuent dans cette direction?
Voilà, après, c'est effectivement un point que j'ai tenu à souligner parce que vraiment, et vu le contexte actuel, on s'aperçoit peut-être que les consignes sanitaires sont moins difficiles à mettre en œuvre que dans certains autres métiers. Travailler au grand air avec ces outils, puisqu'au final c'est ça, hein, les machines-outils, elles sont personnelles, donc ça peut permettre justement une sécurisation plus simple des consignes sanitaires. Euh, ça peut permettre aussi, voilà, d'attirer des gens vers ces métiers-là, de profiter peut-être de la situation malheureusement des autres secteurs d'activité qui fait qu'il y a eu un ralentissement sur des métiers spécifiques. On parle de l'industrie, on parle du commerce, on parle peut-être du bâtiment, même si c'est pas forcément tout le temps vrai et selon les endroits la même chose pour tout le monde. Mais effectivement, c'est aussi une opportunité pour mettre en lumière les secteurs d'activité qui fonctionnent mieux et pour lequel la filière forestière, effectivement, on s'aperçoit par rapport à ces chiffres-là que ça peut être intéressant voilà, de faire une focale sur ces métiers en ce moment. Alors, je vois une question qui m'était passée par la tête, donc je passe plutôt la parole aux gens du public. Vous parlez de déficit d'image. Des actions de communication ont-elles été menées? En envisagez-vous? Et si oui, cela a-t-il été uniquement envers les demandeurs d'emploi ou aussi vers le grand public, les gens qui cherchent de l'orientation? Et est-ce que donc vous avez fait des opérations de communication sur votre activité? Alors, au niveau de Pôle emploi, on s'occupe en priorité des demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, les actions de communication, si on les met en œuvre, c'est plus spécifiquement à destination des demandeurs d'emploi. Même si on travaille, il y a un gros travail partenarial qui existe avec tous les autres partenaires de l'emploi. Donc, ça touche aussi des personnes qui ne sont pas forcément inscrits à Pôle emploi. Mais c'est vrai que peut-être c'est à ce niveau-là aussi où on a un cap à passer au niveau de la mobilisation de tous les partenaires, employeurs compris, pour se mettre d'accord sur comment on peut mieux communiquer et valoriser au mieux notre public. Voilà, ça c'est vrai que c'est des choses qui existent, mais qui sont peut-être améliorées et avoir peut-être une visée plus large aussi par rapport au fait de ce qu'on vient d'échanger sur le fait qu'il y a des offres d'emploi à pourvoir. Et qu'est-ce qui est le plus attractif? Qu'est-ce qui marche le mieux quand vous communiquez, que vous essayez de sensibiliser à ces métiers? C'est une des questions qui est posée. Euh, Comment Ce rendre attractifs ces métiers? Qu'est-ce qui marche en fait? voilà. Ce qui marche le mieux, qu'un employeur, voire un salarié, vienne parler de son métier. Voilà. Pourquoi? Bah, tout bêtement parce que quand il parle de son métier, souvent ce sont des gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font et donc ils en parlent le mieux. Et c'est important ce sens-là et cette dimension-là qu'effectivement on attire Vous le organisez plus des facilement du réunions? monde. Oui, Vous organisez des réunions où on les fait gens... des informations collectives en mettant en œuvre, voilà, en mobilisant des employeurs, des salariés, mais aussi les centres de formation, parce que l'idée aussi, c'est de parler de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que on peut avoir aussi des gens qui ont été en difficulté au niveau de l'école et leur montrer que la formation professionnelle pour adultes, ce n'est pas de l'école. C'est aussi du travail sur de la pratique, c'est de l'utilisation des outils, des machines, et qui permet aussi peut-être de dédramatiser le fait de repartir à l'école pour certains. Perrine Noël demande, serait-il possible d'attirer les femmes? Vous avez donné 6% de femmes euh, dans vos chiffres, et comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour attirer les Alors, femmes dans ces métiers? comment on fait? On leur en parle plus spécifiquement. Après, sur Pôle emploi Occitanie, on travaille aussi, on a des conseillers qui sont dédiés justement à ce qu'on appelle la mixité des emplois. Voilà, et l'idée, c'est d'attirer des gens qui ne sont pas du sexe par rapport aux représentations des métiers, qui ne sont pas du sexe habituel de ces métiers-là, vers ces nouveaux secteurs d'activité en leur montrant justement que le travail n'est pas aussi pénible que ce qu'on veut bien le croire, qu'il est accessible à tout le monde et qu'il il faut pas avoir de représentation. Voilà. Une infirmière, c'est pas forcément une femme et un bûcheron, c'est pas forcément un homme. Merci. Est-ce que la mécanisation n'aide pas
par rapport à la pénibilité du travail? Je pense que la mécanisation est un point qui a permis justement de rendre le travail moins pénible. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être plus poser la question à Monsieur Fontenoy, qui a une meilleure connaissance de l'activité concrète de ses salariés. À mon avis, ça peut permettre une pénibilité moindre, mais peut-être pas sur tous les métiers. Un bûcheron, malheureusement, il va toujours avoir à manipuler la tronçonneuse. Et alors, justement, la tronçonneuse nous fait passer à la dernière question sans doute pour ce soir. Quels diplômes permettent de s'installer comme bûcheron, comme travailleur indépendant? Alors donc ça, le diplôme, on a un CAP, BEP, bûcheron élagueur, il me semble. Et il y a aussi des formations professionnelles continues qui amènent à des titres professionnels qui permettent de s'installer. Après, l'installation, c'est une chose. Il faut aussi avoir le projet, et bien travailler sur le projet de création d'entreprise pour ne pas se retrouver, se mettre en difficulté sur une capacité à suffisamment produire et pouvoir vivre à côté. Alors, une précision qui nous est donnée par Frédéric Vavasseur. En formation, nous avons 10% des apprenants qui sont des femmes. Et il faut contacter, la deuxième précision, c'est qu'il faut contacter le CFPPA Ariège-Comminges pour avoir une réponse. Écoutez, nous arrivons, je dois recevoir les résultats du tirage au sort. Il est 18h57 et jusqu'ici, nous avons été extrêmement précis dans l'horaire, mais je ne reçois pas les résultats du tirage au sort. Si Maria me quieres mandar por el chat, Marguerite Keynes dit qu'elle les a. Si elle les met sur le chat, eh bien, tout le monde le lira et je me ferai un plaisir de le lire à haute voix. Moi, je ne les ai pas reçus. Alors, c'est Perrine et Jérôme qui sont les gagnants du tirage au sort et qui vont donc avoir le droit à une formation. Bravo Perrine, bravo Jérôme, et merci beaucoup à vous trois, Jordi, Thierry et Alexandre. Merci à tous les participants. Et alors, il y a une question qui demande d'où sont Perrine et Jérôme. Perrine dit quelle surprise, si elle nous dit d'où elle est, ça sera encore mieux. Et Jérôme aussi. Mais sinon, écoutez, il faudra attendre. Jérôme est de Groslay dans le Tarn. Groslay, pardon, je suis désolé, j'avais mal lu. C'est écrit un tout petit caractère. Et Perrine, elle est de quel endroit? Allez, un petit effort, Perrine. Voilà, elle travaille à Montpellier, à la direction régionale de Pôle emploi dans le service international. Super. Écoutez, merci beaucoup tous les trois. Merci aux participants. Merci à Maria, à Marguerite et à tous ceux qui permettent, qui organisent ces webinaires. Nous en avons encore un dans 2 jours et ce sera le dernier. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu et d'avoir modéré votre conversation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.